Septembre 1792. La France révolutionnaire est au bord du gouffre. Depuis des mois, toute l'Europe monarchiste regarde la Révolution française avec mépris et terreur. Les rois d'Autriche et de Prusse ont juré d'écraser cette rébellion avant qu'elle ne contamine leur propre peuple. Maintenant, ils passent à l'action. L'armée prussienne, la meilleure d'Europe, la plus disciplinée, la plus redoutée, envahit la France. À sa tête, le duc de Brunswick, général légendaire, vétéran de dizaines de victoires. 80 000 soldats professionnels, entraînés depuis l'enfance, équipés des meilleures armes du continent. Derrière eux, l'armée autrichienne, et avec eux, des milliers d'aristocrates français émigrés, affamés de vengeance. Leur mission est simple: marcher sur Paris, restaurer Louis XVI sur son trône, exécuter les révolutionnaires, rétablir l'ordre monarchique absolu. Et personne ne doute de leur victoire. Personne. Dans toutes les cours d'Europe, les diplomates se moquent ouvertement. L'armée française? Quelle armée française? Les officiers nobles ont fui à l'étranger. Les régiments professionnels se sont désintégrés. Ce qui reste, ce sont des paysans en uniforme, des volontaires sans expérience, des citoyens qui ne savent même pas tenir un fusil correctement, des amateurs qui jouent à la guerre contre les professionnels prussiens. Le duc de Brunswick, lui-même, ricane avec ses officiers. « Nous serons à Paris dans 3 semaines, dit-il. Ces révolutionnaires s'enfuiront au premier coup de canon. Ce ne sera même pas une bataille, ce sera un massacre. » En août 1792, l'armée prussienne franchit la frontière française. Rien ne peut l'arrêter. Verdun tombe, Longwy se rend. La route vers Paris est grande ouverte. La Prusse avance, invincible, certaine de sa victoire. Mais en septembre, près d'un petit village de Champagne appelé Valmy, quelque chose d'incroyable va se produire. Quelque chose qui va choquer toute l'Europe. Le 20 septembre 1792, à l'aube, 2 armées se font face près du village de Valmy, en Champagne. D'un côté, 34 000 Prussiens, la crème de l'armée européenne. Fantassins en uniforme impeccable, artilleurs expérimentés, cavalerie lourde montée sur des chevaux de guerre magnifiques. Le duc de Brunswick observe le terrain avec ses jumelles. Il sourit. En face de lui, il voit exactement ce qu'il attendait. Une armée française pitoyable. 47 000 hommes, certes, mais quelle armée! Des paysans déguisés en soldats, des volontaires qui ont rejoint l'armée il y a quelques semaines à peine, des citoyens en uniforme bleu tout neuf qui ne savent même pas marcher au pas. Leurs généraux, Kellermann et Dumouriez, sont compétents, mais comment commander une telle masse d'amateurs? Les Prussiens positionnent leur artillerie sur les hauteurs. 40 canons lourds, servis par les meilleurs artilleurs d'Europe. En face, les Français occupent la colline de Valmy, dominée par un moulin à vent. Brunswick donne ses ordres calmement. Nous allons les pilonner pendant 1 heure. Ils fuiront avant même que notre infanterie n'ait à charger. À 7 heures du matin, le premier coup de canon prussien déchire le silence. Le boulet s'écrase sur le moulin de Valmy, arrachant des morceaux de pierre. C'est le signal. Toute l'artillerie prussienne ouvre le feu en même temps. Un déluge de fer s'abat sur les lignes françaises. Brunswick attend. Dans quelques minutes, les Français vont rompre. Ils vont s'enfuir, paniquer, comme tous les amateurs face au feu pour la première fois. Dans 1 heure, il sera en route vers Paris. Mais quelque chose d'étrange se produit. Les Français ne fuient pas. Au lieu de cela, leur artillerie répond. Les canons français, héritiers d'une longue tradition d'excellence technique, ouvrent le feu avec une précision stupéfiante. Les boulets français s'écrasent au milieu des lignes prussiennes avec une exactitude mortelle. Brunswick fronce les sourcils. Ce n'est pas normal. Ces amateurs français tirent comme des professionnels,
Leurs canons sont bien positionnés, bien servis, et leur cadence de tir est impressionnante. Comment est-ce possible? La canonnade dure 2 heures, puis 3, puis 4. 20 000 boulets sont échangés entre les deux armées. Le bruit est assourdissant. La fumée de la poudre recouvre tout le champ de bataille. Les obus pleuvent sans interruption. Et les Français tiennent toujours leur position. Soudain, une explosion massive secoue les lignes françaises. Un obus prussien a touché un caisson de munitions français. L'explosion est titanesque. Des dizaines de soldats français sont tués instantanément. La première ligne française recule, confuse, paniquée. Brunswick se redresse. Voilà, c'est le moment. Ils vont rompre maintenant. Mais sur la colline de Valmy, le général Kellermann voit le danger. Son cheval est soufflé par l'explosion. Il tombe. Ses officiers se précipitent pour l'aider. Mais Kellermann se relève immédiatement, monte sur un nouveau cheval, arrache son chapeau tricolore et le plante au bout de son épée. « Vive la nation !» hurle-t-il en galopant devant ses troupes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les soldats non français, ces amateurs que tout le monde méprise, répondent en masse. « Vive la nation! Vive la nation !» Le cri monte de 47 000 gorges. Les chapeaux se plantent sur les baïonnettes. Le rugissement est si puissant qu'il fait trembler le sol. Les Prussiens, à 1 kilomètre de distance, entendent ce cri. Et pour la première fois depuis le début de la campagne, certains d'entre eux commencent à douter. Midi. La canonnade continue. Le duc de Brunswick regarde le champ de bataille avec une inquiétude croissante. Cela fait maintenant 5 heures que l'artillerie prussienne pilonne les positions françaises. 5 heures. Et ces maudits révolutionnaires tiennent toujours. Pire encore, leur artillerie française répond coup pour coup. Ces canonniers, qu'ils croyaient inexpérimentés, tirent avec une précision diabolique. Les obus français s'écrasent régulièrement au milieu des lignes prussiennes, tuant, mutilant, semant la confusion. Comment ces paysans français peuvent-ils manier l'artillerie avec une telle compétence? Brunswick ne sait pas que l'artillerie française est l'héritière d'une tradition d'excellence qui remonte à Louis XIV, que les canons français sont les meilleurs d'Europe, que les officiers d'artillerie français, même révolutionnaires, ont reçu une formation technique supérieure à tout ce qui existe ailleurs. Il ne sait pas qu'il affronte la future arme qui dominera les champs de bataille européens pendant 20 ans sous Napoléon. Vers 11 heures, Brunswick prend une décision. L'artillerie ne suffit pas. Il faut engager l'infanterie. Il ordonne la formation de 3 colonnes d'attaque soutenues par la cavalerie lourde. 50 000 hommes se préparent à l'assaut. Les tambours prussiens battent à la charge. Les drapeaux se déploient. Les baïonnettes brillent sous le soleil qui perce enfin à travers la fumée. Les Français voient l'infanterie prussienne s'ébranler. Les colonnes avancent lentement, méthodiquement, avec cette discipline terrible qui a terrorisé toute l'Europe. Pas un homme ne rompt les rangs. Pas une formation ne se défait. C'est magnifique et terrifiant. Kellermann comprend immédiatement le danger. Si les Prussiens atteignent les lignes françaises, si le combat devient une mêlée de baïonnettes, ces soldats inexpérimentés seront massacrés. Il doit empêcher cela à tout prix. Il ordonne à ses troupes d'avancer pour les rencontrer. Les bataillons français se forment en colonnes. Les officiers crient leurs ordres. Et Kellermann galope devant ses hommes en hurlant « Camarades, voilà le moment de la victoire. Laissez avancer l'ennemi sans tirer un seul coup de fusil et chargeons-le à la baïonnette. » 47 000 voix répondent « Vive la nation !» Les deux armées avancent l'une vers l'autre. 800 mètres les séparent, puis 700, puis 600.
Le moment de vérité approche. Dans quelques minutes, le choc sera terrible. Mais soudain, l'artillerie française intensifie son tir. Les canons français crachent le feu. À une cadence infernale, les boulets déchirent les colonnes prussiennes. Des files entières d'hommes s'effondrent. Les formations prussiennes, si parfaites il y a une minute, commencent à se désorganiser sous le déluge de fer. Brunswick regarde, stupéfait. Ses colonnes ralentissent, hésitent, s'arrêtent à 500 mètres des lignes françaises. Ses officiers le regardent, attendant des ordres. Continuez l'assaut, les pertes seront terribles. Et même s'il perce les lignes françaises, il reste toute l'armée de Dumouriez en réserve, prête à contre-attaquer. Pour la première fois de sa carrière militaire, Brunswick doute. Ces Français ne sont pas les amateurs qu'on lui a promis. Leur artillerie est supérieure, leur morale est intacte, leur discipline tient bon. Et ses propres soldats, épuisés par des semaines de marche sous la pluie, affaiblis par la dysenterie qui ravage l'armée prussienne depuis une semaine, semblent hésiter. À 16 heures, Brunswick donne l'ordre le plus difficile de sa vie. Repli. Les colonnes prussiennes font demi-tour. L'armée prussienne, invincible depuis 50 ans, recule devant une armée de révolutionnaires français. Le soir tombe sur Valmy. La fumée de la poudre se dissipe lentement. Le silence retombe après 9 heures de canonnade ininterrompue. Sur la colline, autour du moulin criblé d'impact, 47 000 soldats français réalisent lentement ce qui vient de se passer. Ils ont gagné. Ils ont tenu. L'armée prussienne, invincible, la meilleure d'Europe, celle qui devait les écraser en 1 heure, vient de reculer sans même combattre. Les soldats français se regardent incrédules. Beaucoup sont des paysans qui tenaient une charrue il y a 3 mois. D'autres sont des artisans, des commerçants, des étudiants. Ils ont rejoint l'armée par patriotisme, par idéalisme révolutionnaire, par désir de défendre la France nouvelle. Mais personne, absolument personne, ne croyait vraiment qu'ils pourraient tenir face aux Prussiens. Et pourtant, ils l'ont fait. Le général Kellermann galope entre les lignes, serrant les mains, félicitant ses hommes. Son cheval a été tué sous lui pendant la bataille, mais il sourit comme un homme qui vient de réaliser l'impossible. Dumouriez, qui commandait l'autre moitié de l'armée française, rejoint Kellermann. Les 2 généraux s'embrassent devant leurs troupes. « Nous avons sauvé la Révolution », murmure Dumouriez. Dans le camp prussien, c'est la consternation. Les officiers regardent leurs cartes sans comprendre. Comment ont-ils pu échouer? Les soldats prussiens, épuisés, affaiblis par la dysenterie qui ravage l'armée depuis des semaines, s'effondrent autour des feux de camp sous la pluie qui recommence à tomber. Le duc de Brunswick convoque un conseil de guerre dans une auberge près du champ de bataille. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, est présent, le visage sombre. Les généraux débattent pendant des heures. Attaquer demain? Impossible. L'armée est malade, épuisée, et les Français ont prouvé qu'ils ne s'effondreraient pas facilement. Assiéger Paris? Avec quelles provisions? Les lignes de ravitaillement sont coupées. Rester ici? Pourquoi faire? L'hiver arrive. Brunswick prend la décision la plus humiliante de sa carrière. Retraite générale. L'armée prussienne quittera la France. L'invasion est terminée. Parmi les troupes prussiennes se trouve un homme qui observe tout avec une attention particulière. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain allemand de son époque, a accompagné l'armée par curiosité intellectuelle. Il voulait voir l'histoire en train de se faire. Et maintenant, assis près d'un feu de camp, entouré de soldats prussiens déprimés, Goethe réalise exactement ce qu'il vient de voir. Les soldats se tournent vers lui. Avant la bataille, Goethe les divertissait avec des histoires, des poèmes, des citations spirituelles. Maintenant,
Ils veulent savoir ce qu'ils pensent. Comment consoler cette défaite? Goethe reste silencieux un long moment. Puis, il prononce une phrase qui restera dans l'histoire. De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque dans l'histoire du monde, et vous pouvez tous dire que vous étiez présents à sa naissance. Les soldats ne comprennent pas immédiatement, mais Goethe a raison. Ce qui vient de se passer à Valmy n'est pas simplement une bataille gagnée ou perdue. C'est un basculement civilisationnel. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une armée de citoyens, motivée par des idées plutôt que par l'obéissance aveugle, a vaincu une armée professionnelle de l'Ancien Régime. Pour la première fois, le patriotisme révolutionnaire a prouvé qu'il pouvait tenir face à la discipline prussienne. Pour la première fois, l'Europe monarchiste réalise que la Révolution française ne s'effondrera pas facilement. Le lendemain, le 21 septembre 1792, à Paris, la Convention nationale reçoit la nouvelle de la victoire de Valmy. Enhardis par ce triomphe inespéré, les députés votent immédiatement. La monarchie est abolie. La République française est proclamée. 1000 ans de royauté prennent fin en un vote. Et tout cela parce qu'à Valmy, des paysans en uniforme ont tenu bon face à la meilleure armée d'Europe. Dans les semaines qui suivent, Valmy, l'Europe monarchiste est en état de choc. Partout, dans les cours royales, les généraux, les diplomates, les aristocrates essaient de comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce possible? L'armée prussienne, invincible depuis Frédéric le Grand, mise en déroute par des paysans français? Les rapports arrivent de France, de plus en plus alarmants. Le 21 septembre, le lendemain de Valmy, la Convention nationale a aboli la monarchie. Louis XVI n'est plus roi. La République française est proclamée. 1000 ans de tradition royale effacés en un vote. Et tout cela parce que Valmy a donné aux révolutionnaires le courage d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est que le début. Enhardis par leur victoire, les généraux français passent à l'offensive. Dumouriez, le héros de Valmy, marche immédiatement vers les Pays-Bas autrichiens avec son armée revigorée. Le 6 novembre 1792, à Jemappes, il écrase complètement l'armée autrichienne. La Belgique entière tombe sous contrôle français en quelques semaines. Bruxelles est occupée. Les Autrichiens fuient en désordre. Sur le front de l'Est, le général Custine envahit l'Allemagne. Speer tombe. Worms capitule. Mayence ouvre ses portes. Les troupes françaises atteignent Francfort. L'Allemagne, terrifiée, voit ses révolutionnaires qui étaient censés s'effondrer maintenant conquérir territoire après territoire. Au sud, l'armée française du général Montesquieu envahit la Savoie sans rencontrer de résistance sérieuse. Nice est prise. Toute la côte méditerranéenne jusqu'à l'Italie passe sous contrôle français. En 3 mois, la France révolutionnaire a conquis plus de territoires que les rois de France n'en avaient pris en un siècle. Les monarchies européennes réalisent avec horreur que Valmy n'était pas un accident, que l'armée française n'est pas une bande d'amateurs désorganisés, que le patriotisme révolutionnaire est une force militaire redoutable, que des citoyens qui se battent pour leurs idées sont plus dangereux que des soldats professionnels qui obéissent par discipline. En Angleterre, le Premier ministre William Pitt observe ces événements avec une inquiétude croissante. La France révolutionnaire ne se contente pas de se défendre. Elle exporte sa révolution par la force des armes. Bientôt, l'Angleterre elle-même devra entrer en guerre. En Autriche, l'empereur François II convoque ses généraux. Il faut former une nouvelle coalition, plus large, plus puissante. La Prusse seule a échoué, mais l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, l'Espagne, les États italiens, tous ensemble, sûrement ils pourront écraser cette France révolutionnaire. Mais ils ne savent pas encore que Valmy a changé la guerre elle-même, que l'ère des petites armées professionnelles est terminée, que la France révolutionnaire
vient d'inventer la guerre totale, la levée en masse, la nation en armes. Que dans quelques années, un jeune officier d'artillerie nommé Napoléon Bonaparte utilisera ces mêmes principes pour conquérir toute l'Europe. Tout cela commence à Valmy. Dans ce petit village de Champagne, sous la pluie de septembre 1792, quand des paysans français ont tenu bon face aux Prussiens et ont crié « Vive la nation !» jusqu'à ce que l'ennemi recule. Goethe avait raison. De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque. L'époque où les peuples, et non plus seulement les rois, décident du destin des nations. L'époque où les idées peuvent vaincre les armées. L'époque où la France révolutionnaire prouve au monde entier qu'un peuple libre est invincible. Aujourd'hui, plus de 230 ans après cette journée de septembre 1792, Valmy reste l'une des batailles les plus importantes de l'histoire mondiale. Pas pour le nombre de morts, pas pour la taille des armées, pas même pour les manœuvres tactiques brillantes, mais pour ce qu'elle symbolise. Valmy est la première victoire d'une armée de citoyens contre une armée professionnelle de l'Ancien Régime. C'est le moment où l'Europe monarchiste réalise que les idées révolutionnaires ne sont pas une folie passagère, mais une force historique irrésistible. C'est le jour où la guerre change pour toujours. Avant Valmy, les armées étaient des machines professionnelles, des soldats entraînés depuis l'enfance, obéissant aveuglément à leurs officiers nobles, se battant pour des rois qu'ils n'avaient jamais vus, pour des causes qu'ils ne comprenaient pas. Les batailles ressemblaient à des ballets mortels, avec des règles strictes, des formations géométriques, une discipline de fer. Après Valmy, tout change. La France révolutionnaire invente la levée en masse, la conscription nationale, l'armée citoyenne. En quelques années, la France mobilise 1 million d'hommes, pas des professionnels, des citoyens, des paysans, des artisans, des étudiants qui se battent pour des idées, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, pour la nation, pour la révolution. Et ces armées citoyennes écrasent tout sur leur passage. Les Autrichiens en Belgique, les Prussiens sur le Rhin, les Espagnols dans les Pyrénées, les Italiens en Piémont. En 20 ans, la France révolutionnaire puis impériale conquiert presque toute l'Europe. Et tout commence à Valmy. Les généraux qui ont gagné à Valmy deviennent des légendes. Kellermann est fait maréchal d'Empire par Napoléon, duc de Valmy, couvert d'honneur. Il vit jusqu'à 85 ans, assez longtemps pour voir son fils devenir également général, pour voir Napoléon conquérir l'Europe, pour voir la monarchie restaurée, puis la Révolution de 1830. Et jusqu'à sa mort, les gens l'appellent le héros de Valmy. Sur le champ de bataille lui-même, un monument est érigé en 1860. Une colonne de pierre de 40 mètres de haut, surmontée d'une statue de Kellermann levant son chapeau au bout de son épée, comme il l'a fait ce jour de septembre 1792. Chaque année, le 20 septembre, des cérémonies commémoratives ont lieu. Des soldats français défilent, des discours sont prononcés, la Marseillaise résonne sur la colline. Car Valmy n'est pas simplement une bataille, c'est le mythe fondateur de la République française. C'est la preuve que les citoyens français, unis par des idées communes, peuvent vaincre n'importe quel ennemi. C'est le moment où la France cesse d'être le royaume d'un roi et devient la nation d'un peuple. L'histoire que le duc de Brunswick ricanait en disant que ces Prussiens écraseraient les Français en 1 heure est probablement exagérée. L'histoire que les soldats français étaient tous des amateurs incompétents est également fausse. Mais ces légendes contiennent une vérité plus profonde. À Valmy, l'impossible est devenu réel. Les faibles ont vaincu les forts. Les révolutionnaires ont tenu face aux professionnels. Et toute l'Europe a tremblé. Goethe avait raison. De ce lieu et de ce jour
date une nouvelle époque dans l'histoire du monde. Une époque où les peuples, et non plus les rois, décident de leur destin. Une époque qui continue encore aujourd'hui. Mais ce qui rend Valmy vraiment extraordinaire, ce n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là, c'est ce qui ne s'est pas passé. Les Prussiens ne sont pas entrés dans Paris. Louis XVI n'a pas été restauré sur son trône avec tous ses pouvoirs absolus. Les révolutionnaires n'ont pas été exécutés. L'Ancien Régime n'a pas été rétabli. Toute l'histoire de France, toute l'histoire d'Europe aurait été différente si Brunswick avait gagné ce jour-là. Sans Valmy, pas de République française. Sans Valmy, pas de levée en masse, pas d'armée citoyenne, pas de guerre révolutionnaire. Sans Valmy, probablement pas de Napoléon Bonaparte. Sans Valmy, peut-être que les idées révolutionnaires auraient été étouffées dans l'œuf et l'Europe serait restée un continent de monarchie absolue pendant encore un siècle. Tout cela s'est joué en 9 heures sur une colline boueuse de Champagne sous la pluie de septembre. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la victoire française à Valmy n'était pas garantie. Pas du tout. L'armée française était réellement désorganisée. Les soldats étaient réellement inexpérimentés. Les généraux doutaient réellement de leur chance. Si l'artillerie prussienne avait été meilleure ce jour-là, si la pluie n'avait pas ralenti l'avancée prussienne, si Brunswick avait été plus audacieux, si la dysenterie n'avait pas affaibli l'armée prussienne, si 1000 petits détails avaient été différents. Mais voilà le miracle de Valmy. Tous ces détails se sont alignés exactement comme il le fallait pour que les Français gagnent. Comme si l'histoire elle-même avait décidé que c'était le moment pour les peuples de prendre leur destin en main. Comme si quelque chose de plus grand que la simple chance militaire était à l'œuvre. Les Français aiment raconter cette histoire parce qu'elle incarne ce qu'ils croient être l'essence de leur nation. L'ingéniosité face à l'adversité, le courage des gens ordinaires, la solidarité citoyenne, le refus de se soumettre, la victoire de l'intelligence et de la détermination sur la force brute. La croyance que les idées peuvent changer le monde. Quand Kellermann a levé son chapeau au bout de son épée et a crié « Vive la nation !» Ce jour-là, il ne créait pas simplement un slogan de bataille. Il définissait ce que signifiait être français. Non pas l'obéissance à un roi, non pas la soumission à l'ordre établi, mais la loyauté à la nation, aux idées, aux principes, la fierté d'être citoyen, pas sujet, le droit de se battre pour ses convictions. Et 47 000 voix ont répondu en écho. Des paysans, des artisans, des citoyens qui, quelques mois plus tôt, ne savaient même pas tenir un fusil, mais qui ce jour-là, face à l'armée la plus redoutée d'Europe, ont tenu bon, ont refusé de fuir, ont affronté les boulets prussiens avec un courage qui a stupéfié le monde entier. C'est cette histoire que les Français racontent encore aujourd'hui à leurs enfants. C'est ce monument sur la colline de Valmy que les touristes viennent visiter. C'est cette journée de septembre 1792 qui apparaît dans tous les livres d'histoire. Car Valmy rappelle une vérité que la France ne veut jamais oublier, que les grandes choses ne sont pas accomplies uniquement par les généraux brillants ou les armées puissantes, qu'elles sont accomplies par des gens ordinaires qui, à un moment crucial de l'histoire, trouvent en eux-mêmes un courage extraordinaire. Le duc de Brunswick pensait que la bataille serait terminée en 1 heure. Il avait raison sur un point. En quelques heures, la bataille était terminée. Mais c'est lui qui a reculé, et le monde a changé pour toujours.